Bonjour à tous. Bonjour sur ce forum de l'école de l'enfance libre à Mulhouse. Donc aujourd'hui, Ophélie Perrin que vous voyez en haut à droite et moi, Anne, nous sommes ravis d'accueillir Ramine Farangui sur le thème de l'enfance libre et la désobéissance civile. Alors Ramine, bonjour et merci beaucoup de venir avec nous aujourd'hui, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Donc, je vais te Bonjour. présenter un petit peu et puis nous allons tout de suite enchaîner sur la première question. Tu es un ancien consultant en direction générale d'entreprise. Puis tu as été professeur au collège-lycée de mathématiques et de physique. Et ensuite, tu as cofondé l'école Dynamique, qui est une école qui est basée sur le modèle de la Sudbury Valley School aux États-Unis et qui a été créée en 1968 et qui dure encore. C'est une école où les enfants sont libres pour apprendre. Et tu as réalisé à quel point l'enfant libre résonne avec son environnement. Et du coup, cela t'a donné le besoin de permettre à cet enfant-là d'évoluer dans un milieu cohérent, ce qui t'a mené à la fondation d'une communauté de vie et de travail, le village de Pourgue en Ariège, un collectif qui reproduit à l'échelle d'un village les fondamentaux de l'école démocratique. Alors, ma première question serait, qu'est-ce que c'est qui t'a mené d'être consultant, t'a amené du consultant à être prof et ensuite cofonder une école de type Sudbury? Euh, alors, ce qui m'a amené à être consultant d'abord, c'était voilà, c'était la voie hyper scolaire que j'ai suivie comme un bon premier de la classe. Et j'ai jusqu'à un diplôme de l'école centrale Paris, qui est une des écoles d'ingénieurs les plus réputées. Et puis, travailler comme consultant en direction générale, c'était un peu une des voies prestigieuses aussi à la suite d'un tel diplôme. Et puis, voilà, j'avais je pense, un état d'esprit assez compétitif et j'avais un peu envie de, je sais pas, de gagner, de prouver au monde quelque chose. J'ai du mal à me remettre dans l'état d'esprit de cet ancien Ramine, mais voilà. En gros, j'ai travaillé 3 ans pour une boîte de conseil, principalement sur des questions d'organisation, d'optimisation et de performance des organisations humaines dans l'industrie lourde, enfin l'électricité et le ciment. Et puis, au bout de 2 ans, voilà, je me rendais déjà compte que j'étais pas trop à ma place et que j'avais des grandes idées, que voilà, c'était pas trop mon truc en fait. Et puis, c'était assez compliqué comme décision parce que démissionner, mais pour aller où? Alors que j'avais l'impression que le monde entier se dirige vers une sorte de logique, de dynamique, je, voilà, où je sais pas trop, en fait, où aller vers vers une direction qui correspondrait à des grandes idées que j'avais à ce moment-là, où je commençais à m'intéresser aux idées de la décroissance, notamment, enfin, voilà, quoi, de l'effondrement qui vient, ce genre de choses. Et finalement, ce que je me suis dit, c'est que ce que j'ai de plus pertinent à faire, c'est finalement de me connecter à mon intuition et à mon cœur et de renouer avec mes rêves de gosse, en fait. À 10 ans, j'avais envie de devenir prof, donc voilà. C'est comme ça que j'ai décidé, juste presque par pure intuition, en fait, de me diriger vers l'éducation. Et en même temps, c'était assez étrange parce que quand je suis arrivé dans l'éducation, donc oui, j'étais prof de maths et de physique, c'est là que j'ai commencé à vraiment ressentir avec mes tripes aussi que là est vraiment le cœur du problème en fait. Et je suis à la racine du problème justement. C'est là où on cultive l'obéissance et la docilité à un point que, oui, tous les enfants que nous avons été, que nous sommes toujours, qui ont grandi avec 15 années de consignes à suivre, c'est ça qui nous façonne d'une certaine manière et qui nous amène à accepter l'ordre établi, on va dire, et de juste suivre le mouvement. Et voilà, à un moment donné, je me suis dit que je vais faire ma petite révolution déjà à l'intérieur du système. Je suis arrivé à des choses assez géniales dans ma classe où je vais pas faire toute l'histoire, mais on est arrivé à une forme d'autogestion qui était très poussée en fait. Les jeunes étaient libres de venir en cours si c'était leur priorité du moment ou pas. Ils étaient libres de travailler sur les notions de cours
qu'il voulait, au moment où il voulait, avec qui il voulait. Donc on avait un espace de collaboration qui était assez chouette et qui tournait bien. Et à un moment donné, je me suis heurté à la limite des emplois du temps, des programmes qui me semblaient vraiment être à l'encontre de ce qu'est apprendre. Des évaluations aussi? Ouais, les évaluations. Donc dans mon livre, justement, il y a tout un passage que je fais sur l'évaluation que je considère comme étant un peu... c'est une des... Alors, c'est marrant, j'aime bien la voir comme la queue qui remue le chien. En fait, c'est ce qui se passe en bout de chaîne, le bac, le brevet, tout ça, et puis chaque évaluation en fin de trimestre, et qui met en branle tout un système dans lequel sont piégés, en fait, et les élèves et les profs. Parce que finalement, le prof, il a plein d'enthousiasme à vouloir transmettre sa passion, son domaine et tout ça. Mais finalement, s'il est vraiment honnête, en fait, il se met au service de préparer les enfants à une évaluation, ce qui est bien différent de réellement leur transmettre son domaine de maîtrise. Okay. Pardon ? Et être au service de l'enfant. Et voilà, être au service des apprentissages de l'enfant. Et puis, et les élèves, enfin, je veux dire, ils sont stratèges et tacticiens comme n'importe quel être humain. Et puis, quand on leur dit que en bout de course, tu auras une évaluation et c'est ça qui te permettra d'être valorisé par tes parents, par la société, et c'est ça qui te permettra de gagner la course, la compétition économique, quoi, qui est dans les esprits même des très jeunes. Enfin, on voit des enfants de même 7-8 ans qui ont très bien compris le truc. Et du coup, personne n'est dupe. On est à l'école pour passer des évaluations et pas forcément pour apprendre des choses fondamentales, quoi. Okay. Peut-être qu'il y a 10% de ce qu'on fait à l'école qui est réellement fondamental et nécessaire. Oui. Et donc, voilà. Tu voulais peut-être nous parler un peu. Pour rappel, donc le livre que tu as écrit de ton expérience donc sur l'école, sur la fondation de l'école dynamique. Pourquoi j'ai créé une école où les enfants font ce qu'ils veulent. Je trouve que une école où les enfants font ce qu'ils veulent, ça définit très bien le modèle Sudbury. Et donc, je voulais savoir si quand tu as donc finalement, tu es le premier en France à avoir importé ce modèle, enfin l'école dynamique a importé pour la première fois ce modèle Sudbury. Est-ce que tu as fait des modifications finalement pour l'adapter à la française? Alors, je dirais que de toute façon, toutes les écoles Sudbury sont quand même des expérimentations permanentes, même Sudbury Valley School, qui ont vachement défini de choses. Ils ont écrit plein de textes, ils ont une littérature, ils ont une quinzaine de livres qu'ils ont écrits. Ils ont un manuel de gestion qui fait 800 pages. Enfin, ils ont vachement documenté en fait tout ce qu'ils font, toutes leurs procédures et tout ça. Et en fait, nous, on s'est dit, on a en gros deux choix. Soit on reprend leur manuel à fond, on le potasse et puis on fait un duplicata et on applique toutes les procédures. Soit on part avec un minimum vital et on construira au fur et à mesure notre propre expérience. Et nous, on a plutôt choisi l'option B. Et ça dépend, il y en a qui choisissent l'option A et c'est très bien aussi. Et du coup, fondamentalement, je dirais qu'une école Sudbury, ouais, c'est une école qui respecte les fondamentaux de liberté et d'égalité et qui justement se pose la question et est dans cette conversation permanente. Comment est-ce qu'on fait pour construire une communauté où il y a un cadre de sécurité, de liberté qui fait que les enfants peuvent pleinement être eux-mêmes et poursuivre ce qu'ils ont réellement envie de poursuivre et se sentent en sécurité, en fait. Okay. Au sens large du terme, hein, sécurité affective, psychologique. Est-ce que ton regard sur l'enfance, ce regard que tu as commencé à acquérir en étant prof, ensuite avec la fondation de l'école, enfin la rencontre avec le Sudbury et puis la fondation de l'école, est-ce que ton regard sur l'enfance a changé quand tu es devenu papa? Je dirais plutôt pas vraiment en fait. Là avec tout mon parcours dans l'éducation, ça alors quand même, il y a quelque chose quand mon enfant est né, clairement j'ai découvert ce que c'est dans mes tripes d'être père et ça c'était une expérience complètement incroyable et qui a complètement changé ma vie et qui est indescriptible avec des mots, quoi. Enfin, je pense que tous les parents, ça résonnera avec tous ceux qui ont eu des enfants. Et après, ce qu'on vit avec Marjorie depuis la naissance de Zéia, c'est là, on est vraiment face
à un enjeu qui devient vraiment personnel. C'est plus l'enfant des autres, c'est le nôtre, et c'est au quotidien, H24. Et du coup, Marjorie et moi étant un peu on va dire les intellectuels que nous sommes, oui, on réfléchit énormément à comment être intègre par rapport à tout ce en quoi on croit, en fait, par rapport à l'éducation. En cohérence. Et puis, oui, d'être en cohérence, et c'est des discussions passionnantes, parce que de toute façon, il n'y a pas de réponse, je veux dire, claire, précise et nette à chaque situation. C'est à chaque fois de l'expérimentation, de l'étude, de la remise en question. Et finalement, ce que j'adore, il y a un truc que j'ai retenu des livres de Daniel Greenberg qui s'appelle Child Rearing, bon, qui n'est pas traduit en français. Ça s'appelle ça veut dire parentalité, hein, tout simplement. Et en fait, il a vachement bien résumé le rôle et le défi du parent, qui est que il y a un enfant qui naît et qui est complètement dépendant de ses parents au moment où il naît, et tout le travail du parent est qu'un jour, cet enfant parte du foyer et qu'il soit autonome. Et du coup, dans tout le parcours, on est en permanence tiraillé entre être au service de l'enfant, être dédié à son besoin de sécurité, parce qu'il est complètement dépendant de ses parents, et en même temps, il est en train de faire une traversée vers son autonomie. Donc, en fait, on est en permanence en train de jouer avec ce curseur à placer entre sécurité et autonomie. Et finalement, je trouvais que c'était une très belle manière de résumer le rôle du parent. Et finalement, est-ce que ça a changé, t'es passé d'une posture de facilitateur au sein de l'école dynamique à une posture de père est-ce que pour toi, il y a une différence entre ces deux postures? Et est-ce que ça t'a permis aussi d'évoluer ensuite sur ta posture? Ouais, alors, je dirais que quand même, ça n'a pas grand-chose à voir parce que, je veux dire, il y a un état d'esprit similaire entre être responsable d'une école et responsable d'un enfant, dans le sens qu'il y a certaines valeurs de base qui sont la liberté de l'enfant et ce rapport où on essaye d'établir un rapport d'égalité et de déconstruire tous les schémas de domination avec lesquels on a grandi. Et donc ça, c'est similaire. Après, il y a quelque chose qui est fondamentalement différent, c'est que des parents viennent avec toute leur culture, leurs valeurs, leur conditionnement, et ils vont nécessairement les transmettre à leur enfant. Ils vont transmettre leur culture à leur enfant, juste en étant eux-mêmes. Et du coup, l'enfant va acquérir une éducation parentale, d'un côté, et à l'école, à travers cet environnement multi-âge, il va compléter son éducation avec une expérience, on va dire, ultime et extrême de l'autonomie, parce que l'enfant, tout à coup, même à partir de 4-5 ans, est quand même en immersion sans ses parents, quelque part, où il doit se débrouiller tout seul en société, dans une sorte de mini-société. Donc je dirais que l'expérience de la vie de famille et l'expérience de la vie collective dans une école est quand même fondamentalement différente et complémentaire. Justement, on a une question à ce sujet-là que je vais faire apparaître. Je ne sais pas si tu la vois. Pourquoi avoir choisi de fonder une école plutôt que l'instruction en famille? Je crois qu'on est dans le cœur de ce que tu disais tout à l'heure. Alors, à vrai dire, il y a un côté de moi qui s'en fiche un peu si c'est une école hors contrat, légalement parlant, ou un rassemblement de personnes qui sont dans le régime légal de l'instruction en famille. Donc, si on met de côté cette question qui me paraît totalement secondaire du cadre légal, c'est quoi ce en quoi je crois fondamentalement? Moi, je crois plutôt en la logique de communauté que la logique de réseau, en fait. Et ces deux logiques, je peux peut-être un peu les décrire. J'ai l'impression que la majorité des parents qui s'occupent eux-mêmes de l'instruction de leur enfant, ils ont plein d'amis, ils ont du réseau, et puis on se voit à droite à gauche, on organise des rassemblements, et oui, on se voit régulièrement, on va à l'extérieur et tout ça. Et pour moi, la notion de communauté est quand même assez différente. C'est vraiment cet esprit de village où on vit ensemble, en fait. Et je peux pas définir très précisément à partir de quelle durée de présence, mais je dirais oui, on se voit en fait à peu près tous les jours. C'est comme si on vivait ensemble. Et pour moi, un cadre multi-âge où on se voit tous les jours, il y a quand même quelque chose qui intuitivement me paraît assez différent de être en famille
et puis aller vers l'extérieur et puis organiser des choses. Le truc avec la communauté, donc que ce soit une école ou un lieu de vie, on va dire démocratique, inspiré de Sudbury, la différence pour moi réside fondamentalement là que dans une communauté, par défaut, on est tous ensemble. Ouais. Et on apprend à cohabiter dans cette communauté de vie. Et bien sûr qu'il y a des défis relationnels et des défis de vie collective dans la logique de réseau, mais j'ai l'impression qu'elle est encore plus puissante dans une vie collective en communauté. Et voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, et c'est aussi ça que j'avais envie d'offrir à Zeya. C'était vraiment un lieu où il sort de notre maison et puis il va à droite à gauche à la rencontre de ses copains et tout ça. Il a que 3 ans, hein. Et puis il y a déjà un degré d'autonomie dans la vie collective qui est assez fort, et puis il est au contact du village tout entier. Et ouais, il y a un peu ce rêve qui se réalise, où on n'a pas besoin de l'amener quelque part spécifiquement, ce qu'on fait parfois aussi, hein, mais voilà, c'est peut-être 2 ou 3 fois par semaine où on l'amène quelque part hors de Pourgue, où il va faire aussi d'autres rencontres, et nous on va aussi en faire d'autres, etc. On reviendra tout à l'heure sur les difficultés ou les problématiques que tu as pu traverser par rapport à Pourgue, mais aussi sur ton association Enfance Libre. Il y a une question qui revient souvent, c'est pourquoi les écoles démocratiques ne sont-elles pas gratuites? C'est simple, en fait, ni les écoles démocratiques, ni l'école publique n'est gratuite, en fait. L'école publique, ça coûte 100 milliards d'euros par an pour 12 millions d'élèves, donc quand on fait le calcul, c'est à peu près 8 à 9 000 euros en moyenne de frais de scolarité, indirectement payés, mais à travers 2 ans. Voilà, c'est une manière de voir les choses, effectivement, oui. Donc moi, je considère que l'école n'est pas gratuite. En fait, la seule éducation gratuite, c'est l'éducation parentale. Là, oui, on est au service de notre enfant. En fait, du moment qu'il y a une structure qui paye un loyer, qui paye des salaires, ça tombe pas du ciel. Et puis, l'école n'est pas gratuite, quoi. Désolé de casser ce mythe, mais c'est juste pas vrai, en fait. Donc, pour moi, ça veut rien dire, la gratuité de l'école, quoi. Pour clôturer un peu le sujet sur l'école dynamique, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a décidé à partir de l'école dynamique fonder ensuite un éco-village, donc l'éco-village de Pourgue? Un petit truc que je voulais dire quand même pour mieux répondre à cette question, c'est clair que en fait ce qu'on reproche beaucoup à l'école dynamique, c'est de ne pas être accessible à tous, et ça c'est faux aussi, en fait, parce que on a dans les 40 enfants qui sont à l'école dynamique, il y a 10 boursiers, en fait. Et donc on s'adapte aux revenus des familles, et puis celles qui peuvent vraiment pas accéder à nous, oui, finalement on fait quelque chose en fonction de leurs revenus. Donc, et il y a beaucoup d'écoles démocratiques qui font ça. Oui. Donc, on fait vraiment l'effort maximum de les rendre accessibles à tous. Et on n'a pas fait ça pendant les 3 premières années, mais la 4e année, on était suffisamment en sécurité financière pour commencer à offrir des bourses. Donc, c'est une question de temps aussi. Il faut laisser le temps aux écoles pour faire ce chemin-là, quoi. C'est ça, il faut avoir une stabilité économique, ce qui n'est pas forcément facile dans les temps actuels, pour pouvoir ensuite proposer des bourses aux enfants dans les écoles démocratiques. Ouais, c'est clair, où il faut avoir des mécènes ou des parents qui sont prêts à payer plus cher pour compenser pour les autres. Mais de toute façon, l'école a des charges, donc il faut bien qu'on trouve un moyen de payer ces charges. Et vu qu'on n'a pas de subvention de l'État, vu que l'argent ne tombe pas du ciel, oui, c'est clairement les parents qui sont les premiers concernés, qui vont contribuer à la pérennité financière de l'école. Et donc ta question, Ophélie, ça concernait comment est-ce que j'en suis arrivé à Pourgue, c'est ça? Oui, pourquoi tu as décidé de partir de l'école dynamique pour fonder un éco-village, donc l'éco-village de Pourgue? Ouais, alors là, c'était vraiment pour combiner les 2 rêves que j'avais en tête, qui étaient l'éducation libre et, on va dire, un mode de vie plus proche de la nature, en décroissance, plus résilient, plus autonome. Voilà, j'avais des rêves comme ça, en fait, qui me trottent depuis 2011, ça fait très longtemps. Et il y a un moment donné, on était en visite chez Laurent Bouquet et Sophie Rabi au hameau des Buis, avec Marjorie, pour leur transmettre notre expérience de l'école dynamique, parce qu'ils switchaient de Montessori à école démocratique en 2016. Et ouais, la rencontre de ce hameau, ça a été une sorte de... c'est la première fois que je voyais un éco-hameau, en fait, et ça m'a complètement remis en face de mon rêve de créer un lieu similaire à ça. Et on s'est mis du coup en marche directe en se disant, mais en fait c'est hyper cohérent, quoi. C'est clair qu'on n'a pas envie... En fait, même la première chose qui nous est arrivée avec Marjorie, c'est qu'on va élever un enfant ensemble. Donc, rien que de se projeter, ok, on est à Paris,
Donc, en fait, nous, on va travailler à l'école dynamique et on le met où? En fait, c'est ça. Donc, l'amener tous les jours à l'école dynamique, ça paraissait mais hyper compliqué. On avait vu d'autres parents, staff, enfin, parents et personnel d'école démocratique vraiment galérer avec un nourrisson à l'école. C'est hyper compliqué, en fait. Entre 0 et 4 ans, la vie d'un enfant est quand même assez difficilement compatible avec ce cadre-là, quoi. Qui est assez intense socialement. Et puis en plus, je me dis, waouh, avec le recul, heureusement, quoi, parce que Zeya est assez sensible quand il y a du monde, et ça peut élever son niveau de stress. Mais je pense que c'est pareil pour beaucoup d'enfants. Hein. Et ouais, il y a des moments où il a besoin vraiment de pouvoir se retirer, voilà, être avec ses parents ou quelqu'un, mais en petit comité, quoi. Et c'est assez difficile dans une école démocratique où on est quand même, voilà. Il n'y a pas trop d'espace de repli. En tout cas, à l'école dynamique, c'est comme ça. En plus, on n'a pas d'espace extérieur. Il faut aller au parc. C'est en pleine ville. C'est en pleine ville, voilà. Donc vraiment, c'est le contexte de la ville, je pense, qui a été assez pesant. Et puis, bon, voilà, des rêves un peu anarcho-libertaires que j'ai toujours eu. J'ai envie d'arriver à trouver une communauté avec laquelle on arrivera à nous assumer et nous occuper de nous-mêmes au maximum et nous émanciper de toutes les grandes institutions de l'État, des multinationales, etc. etc. Et puis, voilà, c'est comme ça que le rêve de Pourg a émergé, qu'il s'est réalisé très rapidement. En fait, entre l'idée et les premiers emménagements, il s'est déroulé que 9 mois. Ouais. Écoute, si tu veux bien, on va peut-être montrer une partie de la bande-annonce de ton film, enfin du film que tu as réalisé avec Alex Ferrini ou que Alex Ferrini a réalisé avec toi. Enfin, Alex Ferrini l'a réalisé seul. Alors moi, j'étais juste un figurant. Un des protagonistes, ouais, un figurant, enfin, un des principal, enfin un des protagonistes. Voilà. Donc on va montrer ça. Donc restez avec nous, hein, parce que vous savez, voilà, je vais vous montrer tout ça, voilà, et c'est parti. La vision du collectif, c'est toujours quelque chose. Faut que tu le remettes au début. Oui, on va partir, voilà. Je vous présente le village de Pourg, un éco-village démocratique situé dans le sud de la France. 50 hectares pour expérimenter d'autres manières de vivre. Je vais vous raconter l'histoire du village de Pourg et plus précisément la première année d'installation sur ce formidable lieu. Je trouve que le terme qui nous réunit le mieux est celui de permaculteur. Ces passionnés du vivant qui observent les processus spontanés et les interactions naturelles et s'en inspirent pour améliorer nos modes de vie. Nous sommes des pionniers qui reprennent le pouvoir de A à Z sur les verbes habiter. Ah, excusez-nous, il y a un petit... S'alimenter, guérir, vivre ensemble et grandir. Voilà. Ah d'accord, c'est lui qu'on voit. Ok, donc on va revenir. On te retrouve, Ramine. Voilà. Ok, et j'enlève ça. Voilà. Et on va se remettre comme il faut. Voilà, voilà. Donc le film a été mis par Alex Ferrini en accès libre là pendant la période du confinement depuis début avril sur la plateforme de YouTube. Donc vous pouvez aller voir le film, et si vous souhaitez donc soutenir son travail et le travail de toute l'équipe pour pourquoi pas un prochain film, vous trouverez son Tipeee, donc c'est Tipeee /Alex-Ferrini si le film vous a plu et que vous voulez donc avoir de nouveaux films, peut-être sur Pourg, peut-être sur d'autres thématiques. Voilà. Alors, dans ce collectif autogéré tel qu'il est présenté sur ce tout petit bout, c'était un tout petit bout de la bande-annonce qui dure un peu plus longtemps, c'est idyllique. On voit des gens qui se reposent, des gens dans des baignoires. Bon. Quelle est la place des enfants dans ce collectif ? Oui, effectivement, les images sont magnifiques, et la réalité est tout aussi magnifique. La place des enfants dans le village, eh ben, écoute, j'ai envie de dire, ils font leur vie. On vit ensemble, chacun à son rythme, chacun selon ses aspirations et ses envies. Moi, je vois les enfants, c'est joyeux d'être là, à jouer ensemble, à avoir plein d'idées
de jeux qui leur viennent, plein de vitalité. Ouais, c'est beau à voir. Et même pendant le confinement, l'avantage, c'est qu'ils sont 8, quoi. Donc c'est une joyeuse ambiance. Ils restent avec leurs copains, quoi, finalement, eux, bah, ouais. par rapport aux autres. Alors, tu nous as déjà parlé vraiment de ton parcours, mais quand même, il y a un moment où il faut se lancer dans une pareille aventure, quoi. On sait que beaucoup de communautés comme ça n'ont pas bien marché. Il y a quand même beaucoup d'exemples historiques. Donc, d'où vient cette confiance? Enfin, qu'est-ce que c'est qui a motivé, d'où est venue cette confiance et qui a fait que toi et Marjorie, vous vous êtes lancés dans cette aventure, vous avez réussi à réunir des gens autour de vous. Donc, c'est de la confiance, de l'inconscience. Comment ça se passe? Je pense que c'est un peu des deux, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui était assez inconscient, mais qui finalement a fait, en tout cas ça marche, quoi. Ouais. Qui était d'ouvrir ce projet à tous ceux qui avaient envie de venir, en fait, et qui se reconnaissaient dans la raison d'être d'un éco-village démocratique. Donc d'un éco-village inspiré des écoles démocratiques. Donc quand même, on visait une assez petite niche, quoi, parce que c'est du coup EDEC, donc ceux qui nous suivaient en gros sur les newsletters de l'école dynamique et tout ça, et sur le groupe EDEC France sur Facebook. Et puis en plus, qui avait un intérêt pour l'écologie, éventuellement, voilà, quoi, partir à l'aventure dans un éco-village. Donc on s'adressait quand même à une petite niche. Et puis, je pense que déjà le fait qu'on se réunisse autour d'une raison d'être aussi puissante, qu'on va vivre l'expérience d'un village inspiré des écoles démocratiques, c'était très, on va dire, fédérateur. Après, comme n'importe quelle communauté, en fait, on a connu les galères humaines que connaissent toutes les communautés et qui font ce qu'on appelle le fameux facteur humain, qui font que les communautés, il y a, je sais pas, plus de 90% qui ne survivent pas. Et nous, alors ouais, c'est quand même assez frappant le village de Pourgues. Il y a eu 7 départs et 5 arrivées, donc je parle que des adultes, depuis le début de l'aventure, ce qui en 3 ans, en turnover, c'est extrêmement peu sur un groupe de 25. Enfin, la plupart des communautés, c'est 25 à 50% de la communauté qui change chaque année. Donc, il faut se représenter ça. Même les communautés qui ont beaucoup d'expérience, elles ont toujours énormément de turnover. Et nous, il y a une assez grande stabilité. Et en plus, la stabilité s'améliore avec le temps. Ça veut dire que cette année, il y a de grandes chances qu'en fait, il y ait 0 personnes qui partent, quoi. En quelques mots, tu peux nous parler des problématiques que vous avez traversées. Donc, vous en avez eu assez peu. Enfin, vous en avez eu quelques-unes, mais ça mène quand même à une réussite. Alors oui, bon, c'est les galères habituelles de 25 visions du monde différentes qui se retrouvent sur un même endroit et qui doivent cohabiter. Et en plus, les problématiques avec les enfants, à la limite, c'est plus simple parce que c'est surtout des problématiques on va dire, de transgression de cadres qui sont assez clairs, en fait. Je veux dire, voilà, mettre le bazar, crier trop fort, insulter l'autre, enfin bref, des agressions et tout ça, c'est des choses, à la limite, c'est assez facilement identifiable ce qui se passe, et puis on peut contenir ça avec un cadre assez clair aussi, qui est assez binaire, en fait. Et le truc, c'est que quand on a une maturité, on va dire, psychologique plus avancée, et que notre cerveau s'est développé jusqu'à celui qu'on a à peu près 25 ans, là, les problématiques humaines et psychologiques atteignent un degré de complexité qui est plus important, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est un mélange de problèmes de la place que chacun prend dans le lieu, la complexité du tissu relationnel, les égos parfois qui prennent le dessus, des questions même de territorialité parfois. Donc tout ça qui se mélange, nécessite un travail énorme, en fait, pour avancer dans l'exploration, la compréhension de l'humain, et puis que chacun, en fait, à travers cette expérience, grandisse et apprenne à vivre avec l'autre, quoi. Donc là, c'est un peu le principe, et c'est peut-être un peu abstrait, mais ça se traduit dans des termes très très concrets. Je vais donner un exemple. Un des premiers problèmes qu'on a vécu quand Marjorie et moi on est arrivés en mai, ça faisait 2 mois que Pourgues était vivant, et puis il y avait déjà des tensions hyper cristallisées, des conflits sur des thèmes
qui était ultra fort, et il y en a un qui a mis 2 semaines, pendant 2 semaines, vraiment le lieu était en ébullition sur la question de la nudité. Il y avait des gens qui avaient envie de se mettre tout nus à la piscine, et d'autres qui ne supportaient pas de faire face à ça. Et d'un côté, on avait on va dire les pro-nudité, parce que c'est vraiment comme ça, hein, il y avait un peu deux camps qui s'étaient faits, quoi, qui disaient, bah, en fait, c'est le village de la liberté, ici on est supposé faire ce qu'on veut, et c'est à vous de vous émanciper des carcans judéo-chrétiens, etc., bande d'arriérés, tout ça. Enfin, ils ne le disaient pas comme ça, mais c'était un peu ça qu'ils dégageaient, quoi. Et puis de l'autre côté, bah, juste c'est la pudeur. Enfin, moi j'ai envie d'être libre quand j'entre dans un lieu, de pas être sous le choc face à tout à coup un corps nu. J'ai pas choisi, en fait, je subis. Et en fait, la liberté, c'est aussi le consentement. Donc il y avait, ça c'était vraiment, je dirais, le stade de maturité le plus faible de Pourgue, où il y avait des confrontations idéologiques de ma liberté, ta liberté, quoi. Et bon, ça c'est des confrontations qui sont assez faciles à résoudre, parce qu'il y a un cadre assez simple à mettre, où bah voilà, quoi, on met une pancarte devant devant la piscine qui dit bah, baignade nue autorisée en ce moment, et puis on l'enlève quand c'est fini, quoi. Okay. C'est compliqué, mais ça a quand même duré 2 semaines. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour gérer finalement ces conflits humains, genre comment s'exerce l'autorité à Pourgue? Alors, pour ces conflits-là, bon, c'était aussi simple que dans une école démocratique, un conseil du village qui a établi des règles assez binaires, voilà, ça on a le droit, ça on n'a pas le droit, et un comité d'enquête et d'arbitrage où, quand on a manqué de respect à une de ces règles, et ben, on étudie, voilà, on décrit ce qui s'est passé, on étudie si en fait on a envie que ce soit acceptable ou pas sur le lieu, et puis on tranche, non, c'est inacceptable, donc voilà, en gros on ne l'accepte pas, quoi. Et puis voilà, bah, par exemple pour la question de la nudité, bah, c'est assez clair, on a mis un cadre en place, en fait, et des limites qu'on met en place pour pas mal de choses. Par exemple, la vitesse maximum autorisée sur le chemin de Pourgue, c'est 20 km/h. Oui, on doit ranger derrière soi, bref, le même genre de règles qu'il y a dans une école démocratique. Après, ça ne résout pas tout, en fait. Et donc, on a connu des difficultés plus complexes qui sont, voilà, quoi, des relations humaines qui se cristallisent sur le temps, et on ne sait même plus d'où ça vient. C'est pas des situations précises, etc. C'est voilà, c'est le psychologique, quoi. Et puis les conflits plus complexes, on les traite à travers les cercles restauratifs. On a amené à Pourgue. Ouais, je peux te décrire rapidement. Donc, c'est une année après le début de Pourgue, on a amené les cercles restauratifs grâce à Michael Boutin, avec qui j'ai beaucoup discuté, et Benjamin Bouguier, qui habitait à Pourgue à ce moment-là, et qui a été le premier facilitateur des cercles restauratifs. Et puis, voilà, quand il y a un conflit, on considère qu'il est toujours systémique. En fait, même s'il y a 2 personnes qui sont en conflit, on considère que finalement, ça émet quelque chose dans le champ d'information global de la communauté, et en fait, toute la communauté est concernée. Et du coup, toute la communauté va vivre ce conflit ensemble. Parce que le but ultime n'est pas de résoudre le conflit, mais d'ouvrir le dialogue, et de maintenir le dialogue ouvert. Et un dialogue, c'est quoi? C'est je te parle, tu m'écoutes et tu m'entends, et voilà, c'est pas chacun dans son monologue. Et pour assurer ça, bah, y a tout un processus qu'on utilise dans les médiations, qui est la reformulation, pour s'assurer que chacun est en train d'accuser réception de ce qu'a dit l'autre. Et mine de rien, c'est assez puissant, hein, la reformulation, ça ancre des choses. Et puis bah, finalement, ouais, à travers un processus comme ça, où pendant 2 heures, on met les choses sur la table, on est vraiment honnête, et on dit ce qu'on a sur le cœur. Voilà, on passe par certaines phases, il y a des moments c'est un peu chaotique, et puis en fait on est en train de se prendre la tête et se disputer, et puis après voilà, au fur et à mesure des reformulations, finalement on arrive à mieux se comprendre les uns les autres, de quel monde on vient, et c'est assez magique, mais il y a un moment donné où voilà, quoi, ça s'améliore. Est-ce que ces cercles restauratifs, ils seraient encore utilisés si finalement chacun prenait soin de son propre intérieur et allait guérir ses blessures propres, quoi? Franchement, enfin, moi, je suis hyper convaincu qu'il y a un stade de maturité où on arrive à l'autogestion pure, où il n'y a plus besoin d'outils quelconques, en fait. Je veux dire, le conseil du village et le comité d'enquête et d'arbitrage, surtout le comité d'enquête et d'arbitrage, on ne l'utilise plus depuis 6 mois ou 1 an, quoi. Enfin, le dernier est tellement lointain que j'en ai même plus le souvenir. Et donc, c'était une béquille qui nous a super bien servi au début, et je trouve que c'était hyper utile d'avoir un pouvoir qui est bien identifié, qui tranche, etc., et qui fait un travail certes binaire et qui a l'air un peu simpliste, mais franchement, ça nous a bien servi. Mais au fur et à mesure qu'on grandit ensemble, bah, le niveau de complexité des conflits et des relations devient tel que oui, on a besoin d'outils plus complexes, comme enfin,
qui fait honneur à cette complexité comme les cercles restauratifs. Et c'est clair qu'au fur et à mesure qu'on grandit, l'autogestion, ça commence par soi avec soi-même. Et si chacun est dans une sorte de paix intérieure et arrive à s'autogérer et gérer ses différends avec les autres de manière autonome, oui, il n'y a plus besoin de béquilles d'une quelconque sorte. Donc, après, en même temps, je ne veux en rien dévaloriser ces béquilles. Je veux dire, des béquilles sont vraiment très utiles pour marcher. Pour moi, c'est toujours une expérience positive que d'activer un cercle restauratif, que d'activer un comité d'enquête et d'arbitrage. Donc, ça serait la prochaine étape finalement, parce que dans un collectif, on ne peut pas pousser les gens à aller guérir ses propres blessures, puisque si la personne ne veut pas, elle veut pas. Donc, la prochaine étape, ça serait finalement que chacun arrive à s'autonomiser par rapport à la guérison de ses blessures. Est-ce que ça... Mais tout le monde est sur ce chemin, en fait. Tout le monde aspire à guérir ses blessures. Seulement, c'est un processus qui est long, quoi. C'est pas... Même quand tu as la volonté de guérir tes blessures, moi, je suis encore blindé de blessures, je pense. Et puis chacun fait de son mieux et avance à son rythme, quoi. Ouais, on peut pas... C'est une injonction impossible que de demander aux gens de faire une révolution intérieure profonde et puissante chaque jour, quoi. Ouais, on a parfois on fait des énormes sauts et on a des grosses prises de conscience et des déclics qui nous font soudainement avancer. Et puis, ouais, c'est un travail de longue haleine. Je veux dire, le fameux travail sur soi, c'est un travail de toute une vie, finalement, ça ne s'arrête jamais. Tout à fait. Oui, vas-y. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu des ressources de ton éco-village? Quel est le modèle économique? On a vu que vous proposiez des formations. D'ailleurs, sur le bandeau, vous avez donc le site du village sur lequel vous pouvez cliquer pour aller voir ce qui est proposé. Donc, est-ce que tu peux définir ce modèle ou nous en parler? Oui, donc là, notre modèle n'est pas très résilient en ce moment parce qu'il est basé sur les visites. Et donc ça fait un mois, on était supposé j'étais supposé être en formation, voilà. Oui, t'as vu, oui, j'ai pas affiché d'ailleurs. Allez voir cet après. La formation du coup est annulée. On avait une dizaine de participants qui étaient inscrits et bien sûr, on aurait rempli la formation s'il n'y avait pas eu le Covid, parce que les gens se seraient inscrits. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent sur le mois qui précède la formation. Mais bref, donc notre activité économique, en tout cas en 2019, on a réussi à dégager 115 000 € grâce à cette activité, où c'est principalement des séjours immersifs à Pourgues où les gens viennent vivre l'expérience et découvrir notre culture et notre fonctionnement, et puis voilà, quoi, venir passer des vacances un peu différentes aussi avec leurs enfants, tout ça. Et puis ça permet de financer en fait l'ensemble de nos charges, donc le remboursement du crédit, la taxe foncière, l'assurance habitation, l'alimentation, bref, toutes les charges pour 25 habitants. On a même besoin de 100 000 € en fait. Pour ça. D'accord, donc les enfants, excuse-moi, donc ce sont des formations qui sont plutôt pour les adultes, mais les enfants, les personnes qui viennent peuvent venir aussi avec leurs enfants qui seront accueillis. Alors, pendant les formations, on a une limite. On ne peut pas accueillir beaucoup d'enfants. C'est juste des questions de limite de la bâtisse. Et c'est aussi une question on n'est pas encore super bien organisé pour animer les formations et en plus avoir une partie de l'équipe qui se charge d'être disponible pour des enfants qu'on connaît pas en fait et qui viennent et qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas l'habitude et où il y a un peu besoin de les intégrer. Donc pendant les formations c'est un peu compliqué, mais par contre dans les séjours immersifs, oui, c'est même fait pour en fait. Et les enfants viennent et vivent leur expérience d'immersion à Pourgues comme les adultes et découvrent ce que c'est que de vivre dans un collectif autogéré, multi-âge, avec plein d'autres enfants et tout. Et on a vécu en 2019 les expériences géniales avec les enfants des visiteurs. Il y a eu des défis, il y a eu des choses qui se sont passées qui étaient très chouettes. Il y a, pour parler des formations, il y a Rachel Cavacciuti qui demande en fait, qui dit qu'elle en peut plus de faire avancer les choses de l'éducation nationale, mais se lancer, ça lui fait peur. Et donc elle demande s'il y a des moyens d'être aidée, accompagnée. Est-ce que la formation que tu proposes, c'est un moyen finalement d'aller vers autre chose et de permettre à des personnes de se lancer pour ouvrir une école, un lieu autogéré, etc. Ou en tout cas monter un projet vers un changement, quoi. Ouais. Alors, nos formations à l'école dynamique et à Pourgues d'expérience, ça a été clairement un super coup de booster pour les personnes qui sont venues et qui se sont senties l'énergie, la motivation et la capacité après cette semaine-là.
de se lancer. Après, je dirais que c'est pas forcément suffisant, hein. Oui, c'est pas mal une question de personne aussi. Je pense qu'on n'est pas tous égaux face au défi d'entreprendre quelque chose. Et ouais, il faut être réaliste. Bah, si on sent pas qu'on a la fibre d'entrepreneur et de meneur, bah, on l'a pas. Et puis on peut s'associer à un projet qui est en marche et rejoindre un mouvement. Après, c'est clair que ça aide énormément pour moi. Bah, en tout cas, ça, c'est mon fonctionnement. Moi, j'ai un fonctionnement assez intellectuel. Et du coup, bah, bouquiner, moi, ça m'a énormément aidé, notamment pour ouvrir l'école dynamique. J'ai lu tous les livres de Sudbury Valley School, là. Et puis quoi d'autre? Ouais, le plus important pour moi, c'est de faire autant d'immersion que possible dans des lieux collectifs, dans des écoles, dans des écolieux qui nous intéressent voilà, pour s'imprégner de l'ambiance, pour s'imprégner aussi du savoir, des connaissances aussi des porteurs de projets, quoi. Pour moi, c'est un des meilleurs moyens. Et moi, notamment, j'ai fait une immersion de 2 semaines à Sudbury Valley School et ça a été absolument génial. J'en ai encore des souvenirs très vifs dans la tête. Tu es très transparent en fait sur la gestion économique. Enfin là, on vient de poser la question. Et ma question, c'est penses-tu que ta posture par rapport à l'argent, le fait que, tu as dit plusieurs fois dans certaines interviews que c'était toi qui avais apporté vraiment la manne financière. Est-ce que tu fais ça finalement pour aussi avec envie de contaminer d'autres personnes qui ont tes capacités financières et qui pourraient lancer de nouveaux projets? Ouais, bah, tu vois, tu n'as pas osé le dire, mais c'est 475 000 € le chiffre précis. Enfin, je dis 400 000 dans le film, mais je me suis trompé, en fait. J'ai amené 475 000 pour aider Pourg à se lancer, en fait, sur les 630 000 de capitaux qu'on a rassemblés. Et on a emprunté 410 000 €, donc pour un projet qui, globalement, est à 1 million d'euros, quoi. Et on rembourse, du coup, on a des remboursements de crédit de 1 000 € par mois. Et ouais, cette transparence financière, en fait, bah, au fur et à mesure du projet, elle s'est même accentuée chez moi. Je me suis dit, mais c'est tellement logique, en fait. La transparence entraîne une forme de confiance et une égalité aussi parmi tous les membres du projet, qui fait qu'on a tous accès au même niveau d'information. Il n'y a pas certains qui en ont plus que d'autres. Et puis ça permet, voilà, cette franchise et ce sentiment de liberté de chacun se sonder, ok, bah moi, à quel point je suis capable de contribuer, à quel point j'ai envie de contribuer. Je veux dire, c'est aussi mon projet après tout. Donc chacun se dit ça dans son fort intérieur. Et puis du coup, c'est ça pour moi la clé qui a permis de faire fonctionner la contribution libre et consciente de tous les habitants ici et qu'on soit basé complètement sur une logique de don, on va dire, au collectif, au bien commun, on va dire. Et ne pas avoir à faire les comptes et puis aller demander aux uns et aux autres. Je sais pas, enfin, il n'y a pas du tout de logique comptable à l'intérieur ou en tout cas de logique transactionnelle de donnant-donnant, quoi. Ouais, je donne si je reçois, etc. Non, c'est juste je donne, en fait. Et puis ou de quotas ou de répartition avec des règles de 3 impossibles. Ouais, voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de méthode ou de processus pour déterminer qui contribue combien. En plus, c'est tellement difficile à évaluer les contributions. Et justement, quand on ne compte plus, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a plus de critères du coup pour considérer ce qui est du travail. Et du coup, bah, c'est là où le fameux truc de être disponible pour les enfants, donc le fameux travail de mère au foyer, entre guillemets, qu'on dit, ou de parents au foyer, qu'on dit dans la société, et où on se plaint de ouais, c'est pas valorisé et tout, il faudrait limite les payer, en fait, les parents. Bah justement, c'est plus une problématique chez nous, vu que tout est valorisé de manière égale. Oui, il y a des choses qui rapportent des euros chez nous, il y a des choses qui rapportent de l'alimentation quand les gens vont cultiver le jardin et tout ça, il y a de l'autogestion dans les chantiers, donc tout le bricolage et tout, c'est nous qui le faisons, donc on n'a pas besoin de payer un artisan à l'extérieur pour nous faire les trucs. Et puis les enfants, oui, on n'a pas besoin d'une institution monopolistique et hégémonique pour s'occuper de nos enfants, on arrive à le faire nous-mêmes. Et tout ça a un niveau de valeur ajoutée qui n'est pas forcément valorisable économiquement tout le temps. Et du coup, nous, l'économique et l'humain est complètement mélangé de sorte qu'on ne fait plus la distinction ici. Chacun utilise son temps comme il veut. Donc finalement, tout temps qui est employé d'une manière est considéré comme pertinent, quoi.
Tu nous as parlé tout à l'heure de la manière dont tu avais trouvé les personnes qui sont parties avec toi, et enfin avec Marjorie et toi dans cette aventure de Pourgue. Est-ce que bon, et vous avez un turnover qui est quand même assez faible, mais la prochaine fois, est-ce que vous envisageriez d'ouvrir Pourgue à des personnes issues d'autres milieux que celui dont vous êtes partis, ou différentes catégories socio-professionnelles, par exemple? Bah, c'est déjà quand même le cas, hein. On a eu des gens qui sont venus de la campagne, d'autres de la ville, certains étaient au RSA et moi j'étais rentier, enfin voilà quoi. Et puis on avait vraiment tout le panel de l'un jusqu'à l'autre. Donc en termes de, on va dire, catégorie, si on regarde vraiment catégorie socio-professionnelle au sens allez, INSEE du terme, on a vraiment la diversité. Par contre, on n'a pas la diversité en termes de ce que j'appellerais je sais pas, la complexité de l'être et la capacité à partir à l'aventure. Enfin, c'est clair qu'on est quand même un petit groupe hyper select de gens qui ont réfléchi à l'éducation des enfants, qui ont réfléchi à l'écologie, qui ont je sais pas, l'audace de plaquer leur vie ancienne et de venir tenter une aventure assez expérimentale en Ariège, quoi. Donc, voilà, on a affaire quand même à un groupe d'individus, c'est pas le tout venant, quoi. Et donc là où on n'est pas divers, c'est que oui, il n'y a pas, par exemple, je sais pas, désolé de parler en ces termes, mais l'ouvrier moyen ou le dealer moyen qui faisait sa vie, et tout à coup, on vient lui présenter une opportunité, on lui dit ça te dirait d'être dans un écolieu, et puis qui vient du jour au lendemain en faisant confiance, quoi. Et j'ai envie de dire qu'à ce stade, c'est un peu une donnée d'entrée qui est logique et naturelle, et je pense qu'on ne peut pas trop faire autrement. Et je saluerais vraiment des projets qui auraient cette ambition-là, quoi, d'accueillir des migrants, des anciens dealers, machin, tout ça. Des gens en réinsertion, par exemple. Des gens en réinsertion, des gens, voilà, enfin, toutes sortes de personnes, quoi. Après, vivre ensemble en communauté, c'est déjà tellement un défi pour des personnes, on va dire, éclairées, les personnes éclairées que nous sommes, et avec une certaine maturité psychologique et capacité à prendre sur soi. Enfin, quand même, on est voilà, quoi. On partait avec un niveau et un bagage d'entrée de jeu qui était assez élevé, et même avec ce bagage-là, ça a été un sacré défi, quoi. Et quand on voit qu'il y a 90% des communautés qui se cassent la gueule, bon, on va pas. Voilà, je pense qu'il faut quand même pas trop prendre de risques non plus. Et pour l'instant, on en est là. Et petit à petit, le mouvement s'amplifiera. Et puis, il y aura de plus en plus de diversité qui sera possible, quoi. Oui, tout à fait. Oui, merci pour ta réponse. Et donc, on va passer au prochain volet. Donc, le troisième lien que vous voyez là qui défile sous vos yeux. Tu es cofondateur de Enfance Libre, cette association qui prône une vision d'une éducation libérée du socle commun, de l'inspection académique et de toute obligation envers les enfants, les parents et les écoles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la démarche d'Enfance Libre ? Ouais, alors même la démarche, c'est finalement focalisée et élargie. Ce qui est écrit comme objectif sur le site d'Enfance Libre quand on y va, la première phrase, c'est « L'objectif est d'abolir l'inspection académique ». Donc là, voilà, on ne peut pas faire plus direct et plus clair. On est un mouvement qui prône d'arrêter ça. Mais pour tout le monde, hein, pour les profs, pour les enfants libres et pour les enfants pas libres, quoi. Et donc, comment est-ce qu'on compte procéder? Donc, on a déjà un groupe, une équipe militante, on va dire, et on a 3500 signataires d'une pétition et 2 parrains qui sont François Bégodeau et Vincent Cespedes, qui nous soutiennent, qui sont complètement d'accord avec cette raison d'être. Et puis, alors, le noyau dur, c'est cette équipe de militants qui procède de diverses manières pour essayer de faire avancer cette cause. Et la principale, c'est d'afficher de manière ouverte et directe dans un courrier préalable à l'inspection qui va arriver chez chacun, en fait, on conteste le principe même de l'inspection académique. On n'est pas d'accord, de base. Donc ça, c'est ce qui nous unit tous. On a ça tous en commun, qu'en fait, notre action première, c'est de dire qu'on n'est pas d'accord. Après, chacun gère d'une manière différente parce que voilà, chacun a sa capacité à prendre des risques, à faire face à aux risques du tribunal et tout ça. Et puis, alors, le cas pour l'instant qui est allé le plus loin qu'on a connu, c'est Magali Carrière et Eric Mbassi,
dont on a publié toutes les lettres ouvertes, tous les échanges de courriers qu'ils ont eu avec l'inspection, et c'est même allé jusqu'au cabinet de Blanquer, donc le cabinet du ministre de l'Éducation, où il y a eu des échanges, où ils ont eu une sorte de ping-pong, où à chaque fois ils disaient non mais on conteste, et d'ailleurs on enregistrera l'inspection pour nous protéger, et on va, alors eux ils ont dit quand même, on va se soumettre à l'inspection, mais c'est parce que la loi nous y oblige et c'est de force, mais sachez que c'est un viol de notre, de notre intégrité. En fait, si on pouvait vraiment choisir, on ne vivrait juste pas cette inspection, quoi. Et donc on va se soumettre par la force. Donc je trouve que c'est un message assez fort déjà, et puis mine de rien, les inspecteurs, ils sont, alors ce qui est génial et qui leur est arrivé et qui a été une preuve que c'est une très bonne stratégie, c'est que les inspecteurs, ils sont arrivés et ils ont fait l'inspection, en fait, c'est même au-delà de gentil, ils ont complètement abandonné leur posture de pouvoir et de pouvoir sur les parents. Ils sont venus en curieux. Ils sont venus pas en curieux, ils sont venus on est venu faire notre job, mais ils leur ont carrément posé la question, comment est-ce que vous voudriez qu'on procède? C'est la première fois que j'entends des inspecteurs poser cette question à des parents. Des inspecteurs qui arrivent à chaque fois un peu hostiles, clairement dont l'objectif est de faire plus de scolaires aux enfants et au meilleur des cas de les rescolariser. Et là, ils sont arrivés, sachant qu'ils étaient enregistrés, mais même s'ils n'ont pas abordé le sujet directement. Et en fait, ils ont pris... En fait, ils ont un peu... D'ailleurs, les deux parents étaient assez déstabilisés parce qu'ils ne s'attendaient clairement pas à ça. Moi, je ne m'y serais pas attendu non plus. Oui. Et donc, comment voulez-vous qu'on procède? La réponse était, idéalement, en fait, nous, on ne la veut pas, cette inspection. Ouais, mais quand même, je dois faire mon travail, quoi. Donc, il y a eu quand même une sorte de truc de, bon, voilà, moi, j'ai mes enjeux de fonctionnaire et tout ça, vous avez vos enjeux de parents contestataires. Juste, voilà. Il y avait un truc on va dire, en filigrane qui se jouait, qui était, allez, on va pas trop s'embêter les uns les autres, quoi. Et donc, c'est quand même une énorme victoire que d'avoir des inspecteurs qui viennent chez toi et qui viennent avec la posture de « on ne veut pas vous embêter ». On est d'accord? Donc, mine de rien, c'est une forme de demi-désobéissance qui a déjà plutôt bien fonctionné. Bon. Après, moi, ça ne me satisfait pas complètement. Et moi, j'ai envie d'aller au-delà de ça avec Marjorie. Donc, avec Marjorie, on y réfléchit énormément et on se remet en question régulièrement aussi. On n'est pas des bourrins comme ça qui foncent tête baissée sans réfléchir. Mais plus on y réfléchit, ça fait quand même 3 ans qu'on y réfléchit, plus on se dit que nous, on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout et en fait, on veut le tribunal finalement. Parce que c'est la meilleure manière de dire, OK, faisons le procès, en fait. En fait, déterminons une bonne fois pour toutes la pertinence de ce truc-là, finalement. Et ça permettra de mettre la lumière sur la problématique, tout comme des désobéissants ont réussi à mettre la problématique sur la lumière sur la problématique des OGM, la problématique des migrants qu'on n'aurait pas le droit d'aider. Bref, toutes sortes, l'avortement, enfin, historiquement, bref, il y a eu plein de mouvements de désobéissance civile. Où nous, alors, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas forcément l'opinion publique derrière nous. Il n'y a pas genre la majorité des Français qui soutiennent cette chose, et puis les gens sont plutôt derrière l'État en ce qui concerne l'autorité éducative. Mais on se dit qu'au moins, ce sera un projecteur qui est mis sur le problème, et ça permettra de au moins lancer le débat de le principe même de l'inspection et la manière des inspecteurs de travailler. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est égalitaire? Est-ce que c'est légitime, en fait? Voilà. Est-ce qu'en faisant ça, tu n'as pas peur de te sacrifier, en fait? Franchement, je pense pas. Plus j'y pense, plus je me dis le maximum qui est risqué, c'est un sursis, franchement. Enfin, ils vont pas mettre brutalement comme ça des gens en prison. En plus, quand c'est vraiment visible que c'est une démarche politique, que c'est une démarche de contestation, de débat, de négociation. Et aller au tribunal, c'est une des manières de négocier, finalement. C'est pas juste faire la tête brûlée et puis se faire arrêter, les menottes aux mains, et puis allez, on va en prison, quoi. Donc, franchement, pour moi, c'est un jeu. On est dans le jeu de la confrontation entre le citoyen et l'État, et c'est un jeu politique. Et le procès est un lieu où se déroule aussi de la politique. Parfois, c'est assez clair. Je veux dire, il y a un brigand, un voleur qui a volé quelque chose, boum, enfin, là, il n'y a pas trop de questions qui se posent. C'est pas politique, c'est purement juridique. Mais là, vu que c'est visiblement politique, en général, les juges, ils ont l'habitude aussi de ces procès politiques.
Et ils font gaffe, quoi. On a vu avec un super exemple, les décrocheurs des portraits de Macron. Oui. Ou les déboulonneurs, ceux qui enlèvent enfin, qui taguent des pubs ou qui les enlèvent et tout ça, qui mettent à déboulonnent des pubs. Eh ben, ils ont eu des procès assez favorables. Même, il y a eu un juge à Lyon qui a dit que oui, le décrochage des portraits de Macron, c'est une manière de contester l'autorité qui est valable et du coup, acquittement total, quoi. Oui, en fait, votre moyen de contestation est un moyen qui est légitime, quoi. En tant que citoyen, vous n'avez pas d'autre moyen de toute façon. Donc, est-ce que devant le tribunal, tu as la Déclaration des droits de l'homme, l'article 2 avec toi? Est-ce que ça rentre dans l'idée que c'est possible de désobéir à partir du moment où notre droit n'est plus respecté, quoi? À vrai dire, moi, je suis pas trop expert de ce genre de choses, d'invoquer la loi, les droits, machin et tout. Ça, à la limite, je laisserai un avocat faire tout ce travail-là. Moi, je suis plutôt vraiment au contact, on va dire, du bon sens, du réel, de la stratégie politique et tout ça. Et moi, je me focalise là-dessus. Et j'y vais pas mal avec et de l'intuition et de la réflexion de ce qui me semble logique de faire et intègre de faire, en fait. Moi, je suis vraiment en quête de où se situe le juste et le vrai, en fait. Si je suis vraiment vrai jusqu'au bout, je fais quoi, en fait? Et voilà. Et puis après, le reste, c'est des débats de techniciens pour moi. Et franchement, ça m'intéresse pas tant que ça, quoi. Parce que les droits de l'homme, enfin voilà, quoi, c'est des principes, mais ils sont interprétables de tellement de manières différentes que face au réel, les droits de l'homme ne peuvent pas grand-chose, quoi, finalement. Je veux dire, on avait les mêmes droits de l'homme il y a 100 ans, alors que les femmes étaient toutes soumises, maltraitées, etc. Ou en tout cas, d'après notre perception actuelle, quoi. Il y avait les droits de l'homme, je veux dire, alors qu'on a connu les pires des barbaries et tout ça. Donc, franchement, les droits de l'homme, oui, c'est des principes, quoi. Et tu irais jusqu'à l'Union européenne. Enfin, si vous décidiez avec votre avocat de porter ceci devant la Cour européenne, tu l'accompagnerais. Enfin, vous irez jusque-là? Oui, on ira dans les cours qui seront les pertinentes et qui voudront juger nos actes, mais je ne pense pas que ça ira jusqu'à la Cour européenne. Je pense que c'est pour faire des requêtes qui sont pertinentes pour des choses qui sont unifiées au niveau de l'Europe, mais en fait, l'éducation, les autorités éducatives sont très locales, en fait, et nationales. Et donc là, c'est vraiment, oui, une confrontation entre le citoyen et l'éducation nationale, et face à un tribunal, je ne sais pas quel tribunal s'occupe de ce genre de choses. Mais voilà, non, ça va être très franco-français, je pense, comme histoire. Oui, d'accord. Et finalement, cette désobéissance, comment vous comptez la mettre en place pour toutes les familles qui le souhaitent? Parce que pour certaines familles, ça peut être difficile de s'assumer tout d'un coup comme ça, qui sont pas d'accord avec les contrôles, mais ça peut être difficile d'assumer le fait ils sont pas d'accord avec les contrôles. Ouais, après, il y a la puissance du collectif. Si on est 5000 familles à faire ça, clairement, ça va être impossible de persécuter 5000 familles, quoi. Donc, c'est aussi ça qu'il faut penser. C'est plus ça se massifie, plus ça joue en notre faveur. Et en même temps, oui, je peux clairement comprendre que, en fait, d'un point de vue utilitariste, si on laisse tomber un peu les idéaux et le côté déontologique et qu'on se place d'un point de vue utilitariste, pourquoi j'irais me faire chier à vivre tout un tracas juridique et administratif alors qu'il suffit que je fasse je joue le jeu pendant 2 heures par an, en fait, face à un inspecteur. Et c'est aussi une manière très juste de penser. Et il y en a qui ont une manière même, j'ai envie de dire, encore plus juste de penser. C'est pourquoi est-ce que je déclarerais mon enfant alors que je suis fondamentalement en désaccord? Pourquoi est-ce que je me... quelque part, pourquoi je jouerais à l'époque du nazisme les juifs qui ont affiché leur étoile et qui se baladaient dans la rue avec leur étoile? Pourquoi est-ce que je m'auto-dénoncerais à une autorité avec laquelle je suis fondamentalement pas d'accord sur les basiques, quoi? Et du coup, oui, je pense que c'est un secret de polichinelle. Enfin, il y a plein de parents qui déclarent pas leurs enfants où que ce soit. Et j'ai envie de dire, je comprends toutes ces logiques, en fait. Et donc, nous, c'est une logique parmi d'autres, je pense, qui permet de faire avancer le schmilblick. Et moi, je ne me poserai, mais pas du tout à conseiller, à recommander aux familles de rejoindre Enfance Libre et de faire de la désobéissance civile et tout ça. Pour moi, ça doit être vraiment une décision ultra personnelle et souveraine. Et puis, j'ai pas du tout envie d'influencer les gens pour qu'ils nous rejoignent. En fait, beaucoup de gens vont voir ce qu'on fait. Soit ça résonne dans leur cœur et ils disent oui, c'est ça qu'il faut faire et allons-y, rejoignons à fond. Soit
il n'y a rien. Et puis Marjorie et moi, on sera les, les seuls en cavalier seul à aller au front. Et puis voilà, quoi. Oui. Tu veux peut-être parler de la pétition que donc tu ne forces personne, c'est bien ce que tu viens de dire, mais quand même au bas de la page de l'enfance libre, celle qu'on voit s'afficher là, il y a un lien vers la pétition que tu as mise en place. Est-ce que tu veux en parler? Oui, la pétition, c'est une manière de signaler juste sa sympathie pour l'objectif qui est d'abolir l'inspection académique, et c'est pas de l'action directe, quoi. Il y a quand même une grosse différence entre désobéir et signer une pétition, quoi. Enfin, et oui, la pétition, elle a plutôt bien fonctionné. Je pense que parmi les pétitions qui ont essayé de susciter l'intérêt sur cette thématique, on a reçu un nombre particulièrement élevé de signatures, 3500, ça n'a pas l'air grand-chose, mais sur ce thème-là, c'est pas mal, en fait. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que depuis que donc est-ce que les choses ont évolué entre les revendications donc de l'association Enfance Libre et le gouvernement depuis la création de l'association? En positif ou en négatif, hein? Ouais, en positif et en négatif. Je pense que jusqu'ici, ça a franchement été plutôt positif, je pense. Enfin, à part de choses où je ne serais pas au courant. Par exemple, il y a beaucoup de parents instructeurs qui s'inquiétaient du fait que Enfance Libre va être trop provocateur envers le gouvernement et que du coup, celui-ci risque de durcir les règles et les contrôles et tout ça du fait de ce qu'on est en train de faire. Bon, cette logique, je l'entends. Après, je pense qu'elle est critiquable de plusieurs points de vue, notamment, je veux dire, si nous, on est si on part du principe que nous, on est des opprimés et qu'on fait face à un oppresseur, je vais dire, du coup, cette logique invite à la docilité, là où il me semble qu'il faudrait de la résistance. Enfin, je veux dire, les opprimés sont sortis de leurs conditions par la résistance. Historiquement, je pense que j'ai à peu près 40 preuves pour le démontrer, quoi. Enfin, la réalité, quand même, c'est ça. Je veux dire, bon, je ne vais pas faire l'histoire de tous les mouvements de désobéissance civile, mais toutes les avancées des droits civiques se sont faites à base de désobéissance civile, qui est un outil historiquement reconnu pour, je veux dire, faire avancer les droits civiques et faire fonctionner la démocratie. La démocratie, c'est pas mettre un bulletin dans l'urne tous les 5 ans, enfin, c'est d'être dans le réel, quoi. Bref. Et d'être dans le conflit direct entre l'individu et l'État. C'est ça. Le politique, c'est quoi? C'est la tension qui se joue entre l'individu et le collectif. Et dans le cas où on est en train de parler, il y a des tensions qui se jouent entre l'individu et l'État. Et pour moi, le bulletin dans l'urne, c'est quand même un moyen très passif et pas vraiment... Enfin, je veux dire, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose avec ça. C'est vraiment sur des sujets précis et des domaines précis, rentrer directement en confrontation et en négociation et en confrontation avec l'État. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a une question de Jean-Guillaume Bélier qui demande si ne serait pas possible de fédérer en fait les demandes par rapport aux inspecteurs avec l'IUF et les écoles démocratiques qui sont confrontées à la même problématique par rapport aux apprentissages libres et autonomes. Je la jouerai pas pareil. Enfin, après, parce qu'en fait, une école démocratique, c'est quand même un groupe d'une centaine de parents, d'une cinquantaine d'enfants et d'une équipe qui y travaille et tout. Et je pense que c'est assez difficile de fédérer un groupe aussi énorme sur quelque chose d'aussi clivant que ça vous dit de désobéir à l'État. Après, par la force des choses, par exemple, au Carré Libre, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une forme de désobéissance, ouais, on peut le dire. Oui, les parents ont été mis donc le Carré Libre, c'est une école démocratique en Bretagne, si je dis pas de bêtises. Le Carré Libre a été les parents des enfants du Carré Libre ont été mis en demeure de retirer leurs enfants de l'école et ils ont quand même, ils ont résisté, ils ont quand même laissé leurs enfants dans l'école en disant qu'il n'y avait pas de justification probante pour enlever leurs enfants. C'est ça, alors que le recteur a vraiment l'autorité légale de faire d'émettre cette injonction de rescolarisation. Et en cas de non-respect de cette injonction, il y a des amendes et de la prison qui est théoriquement prévue. Bien sûr que ça n'a jamais été appliqué dans l'histoire de France. Mais en tout cas, je veux dire, quand tu es un parent et que tu reçois une lettre qui te dit tu risques 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende, bon, il y a de quoi dissuader. Mais après,
Mais après, vu que voilà, ils sont un collectif, et c'est ça aussi la force du groupe, quoi, hein, ils sont un collectif, ils se rassemblent, ils réfléchissent ensemble. Je veux dire, il y a même, j'ai entendu dire qu'il y a un parent qui était prêt à aller jusqu'à la grève de la faim et qui disait non, ils ne mourront jamais et tout ça. Et puis après, toute une discussion raisonnable avec l'avocat, hein, à évaluer les risques, hein, des questions qui ont été posées à l'avocat. Franchement, en réalité, qu'est-ce qu'on risque? Parce que ça, c'est la théorie. Mais en réalité, est-ce que le procureur ira jusqu'à amener au tribunal une cinquantaine de familles pour non-respect de cette injonction du recteur? L'avocat a dit que c'est très peu probable, et puis et que en fait, si on veut continuer à mener ce combat qui est clairement pas que juridique, mais là il est clairement politique, et les juristes sont tous convaincus que oui, c'est du politique ce qui est en train de se passer. Il faut tenir bon, et il faut tenir tête, et rester intègre, et surtout pas, parce que ça c'est une des stratégies qui a été proposée, contourner, fermer le carré libre et ouvrir le cercle libre, et puis en fait faire peau neuve, etc., faire toutes ces bidouilles et ces magouilles administratives qui permettent de survivre. Non, parce que là, ça commence à montrer qu'en fait, on se fiche de la gueule du monde et qu'on n'est pas de bonne foi. Alors qu'en entrant comme ça, en résistance, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, avec les enfants qui continuent d'aller à l'école, oui, ça montre que tout le groupe est prêt à résister. Et maintenant, maintenant il y a le confinement, mais en tout cas, pendant un certain temps, ils ont continué à aller à l'école, et le procureur, effectivement, n'est pas allé poursuivre ses parents en justice. Petite victoire. Oui, par rapport... ça devient... Vas-y, Ophélie. Non, je voulais juste rebondir par rapport au sujet IEF. On a reçu Dorian Kochinski, qui a écrit l'enquête de la mairie, et qui parle qui soutient en fait les familles EF qui sont dans ces problématiques avec les inspecteurs, avec l'association Les Enfants d'abord, l'EDA. Je sais pas si vous... Ah oui, bien sûr, je connais. Oui. Les parents qui sont intéressés, qui ont ces problématiques-là et qui ont besoin de soutien. Qu'est-ce que tu réponds à la peur que sans contrôle, ce soit l'ouverture vers des dérives sectaires et religieuses, et aussi aux violences éducatives? Alors, je dirais que effectivement, c'est pas complètement, je sais pas, genre ultra sûr de moi sur ce point-là, mais j'ai plutôt une intuition que les dérives sectaires et religieuses, franchement, l'inspection académique me paraît pas être un outil fondamental dans le dispositif. Il peut jouer un rôle dans le sens que l'inspecteur, il vient dans la famille, et que c'est le seul moment où une personne de l'État peut pénétrer dans l'espace privé d'une famille et voir un peu ce qui s'y passe, quoi, et s'il n'y a pas des trucs bizarres. Après, et donc ça peut être quelque chose qui déclenche un signalement. Après, les dérives sectaires qui sont vraiment dangereuses pour l'ordre public, c'est des choses où il y a besoin d'un bon service de renseignement, et je pense que la France est dotée d'un plutôt bon service de renseignement, et c'est comme ça qu'on repère et qu'on lutte contre les dérives sectaires et religieuses. Franchement, je pense que l'inspection académique, elle devrait publier son bilan, genre techniquement parlant, de à quel point ils ont réussi à se prémunir contre les dérives sectaires, avec des preuves, quoi, que voilà ce qu'on a fait, et voilà ce qui a été prévenu. Et là, peut-être que je serais un peu plus convaincu. Mais franchement, là, comme ça, j'en suis pas du tout convaincu, quoi, qu'ils jouent un rôle important là-dedans. Et puis après, sur les violences, j'ai envie de dire un peu pareil, en fait. Enfin, déjà, ça me semble bizarre que du fait que des parents choisissent d'instruire leurs enfants par eux-mêmes, ce soit direct une source de soupçon. Il faut qu'on aille les vérifier s'ils sont maltraitants ou s'ils sont sectaires. En fait, pourquoi tu pars de cette supposition? Quelle étude sociologique te prouve ça, déjà? Au moins qu'on fasse une vraie recherche et qu'on détermine par des faits que, effectivement, ces gens-là sont des gens à risque, en fait. Mais le truc, c'est que rien ne le prouve. Si on part du principe que les violences éducatives ordinaires concernent 85% des enfants, sur les enfants qui sont non scolarisés UF, en tout cas, il y a une partie des familles qui est concernée par rapport aux chiffres. C'est sûr. Non, je veux dire, si effectivement, donc l'observatoire des VEO, donc des violences éducatives ordinaires, a fait des statistiques là-dessus. Effectivement, il y a ce chiffre de 85%. Donc, c'est des parents qui maltraitent, qui en tout cas utilisent de violences physiques ou psychologiques sur leurs enfants, en considérant que c'est des outils éducatifs, de correction, de fermeté du cadre, ou que sais-je, quoi. Et puis, en fait,
parmi, je vais pas faire une idéalisation de l'IEF. Enfin, parmi les IEF, il y a un tas de personnes différentes. Il y a 50 000 enfants qui sont instruits à domicile. Et probablement qu'il y a aussi des violences éducatives ordinaires. Mais allez me prouver que, je sais pas, chez les IEF, c'est plutôt 95 à 100%. Et puis là, je serais prêt à dire, ah oui, c'est peut-être une population à risque, elle mériterait peut-être un dispositif supplémentaire. Mais si on est plutôt à 60%, qu'est-ce que vous venez nous emmerder, en fait? Enfin, ça n'a aucun sens, finalement. Et le truc, c'est que c'est que sur la base de préjugés, ouais, c'est sur la base de préjugés, en fait, qu'ils viennent. Donc déjà, de base, démontrez-moi la légitimité de votre action. Et si vous n'avez pas d'arguments rationnels un peu, qui émanent de la recherche scientifique, sociologique, qui démontrent qu'il y a une pertinence de considérer ce groupe comme un groupe à risque, arrêtez de nous emmerder. Et il y a des pays comme les États-Unis où les parents sont beaucoup moins embêtés. Selon les États des États-Unis, c'est assez complexe. Hein, c'est tout un... je veux dire, il y a chaque État fait un peu à sa sauce parce que c'est par État que les autorités établissent des protocoles d'inspection de ces familles-là. Mais il y a quand même 2 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école aux États-Unis et clairement, elles ne sont pas toutes contrôlées comme on les contrôle en France. Ce n'est pas le cas. Et on a une question, un commentaire, disons, de Magali, comme tu peux voir sur l'écran. Là, les inspecteurs ne connaissent pas, ils sont pas au courant des violences éducatives ordinaires et pour la plupart, ils ne sont pas aptes à les détecter. En plus, oui, en venant chez une famille pendant 2 heures, est-ce qu'il y a vraiment moyen de détecter des violences Parce qu'en plus, c'est même pas les violences éducatives ordinaires leur problème. Probablement que les inspecteurs usent de violences éducatives ordinaires sur leurs propres enfants aussi, et ce n'est pas des maîtres en la matière, quoi. Oui, et je me demande si ce commentaire ne s'applique pas aussi aux inspecteurs qui vont dans des écoles tout à fait habituelles, tout à fait normales. Oui, mais là, l'argument, c'est que les profs, ils voient les enfants en permanence et ils peuvent peut-être décrypter des signes de maltraitance. Mais en fait, on a beaucoup parlé de violence éducative ordinaire, mais il faut faire attention parce que ce qui est problématique potentiellement aux yeux d'un inspecteur ou d'un prof ou autre, c'est vraiment de la maltraitance physique assez lourde, quoi. Parce que si, justement, on commençait à demander... aux enfants qui sont victimes de violences ordinaires que ce serait mieux pour eux d'aller à l'école, je verrais même pas l'argument, quoi. On n'est pas plus ou moins à risque en allant à l'école, quoi. Ça, je comprends pas. Surtout qu'il faut prendre en compte que les violences éducatives ordinaires, elles se passent pas forcément au sein des familles, elles se passent aussi elles peuvent aussi se passer au sein de l'école et que tout ce qui est institution et peut-être en soi une forme de domination et de violence éducative ordinaire. Quand tu parles des apprentissages informels et que tu fais donc référence à la liberté donc que tu laisses à ton enfant, c'est une violence en soi en maternelle de forcer un enfant à rester assis pendant un nombre d'heures alors qu'on sait au regard des neurosciences qu'il n'est pas capable d'être dans cette posture-là d'élève. C'est ça, il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur l'école comme étant un endroit où les violences ordinaires sont banalement pratiquées en fait à longueur de journée. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Et puis après, alors j'ai quand même envie de revenir aux fondamentaux, c'est une inspection académique. Je veux dire, ils sont là pour contrôler le droit de l'instruction à l'enfant. Donc après, c'est marrant qu'on commence à leur prêter. C'est ça, quand on parle d'abolir l'inspection académique, d'un coup on dit oh là là, dérive sectaire et tout. Mais en fait, qui a dit que c'était leur rôle? Oh là là, maltraitance et tout, ça va partir en vrille. Mais non, en fait. Déjà, l'exemple des États-Unis prouve que c'est pas du tout le cas et que les homeschoolers ont tendance à être une population d'ailleurs qui est plutôt, on va dire, bien traitée et tout ça et qui vont bien dans leur vie. Donc, mettons ça de côté. Mais surtout, on commence. Je pense que la peur du changement et le fait qu'on soit habitué à être traités comme des irresponsables par une autorité étatique, cette habitude de l'État qui contrôle tout, nous amène à prendre leur défense, en fait, un peu en mode syndrome de Stockholm ou, je sais pas, ou des personnes qui n'ont pas suffisamment bâti d'autorité intérieure et de papa-maman intérieur, et qui ont peut-être un vide quelque part, et qui commencent à tout à coup trouver des arguments, mais complètement illogiques, pour défendre un procédé qui... on peut le regarder on a tout un argumentaire sur le site d'Enfance Libre pour critiquer ce procédé, mais qui est absurde de plein de points de vue, quoi. Après, je ne vais pas dérouler tous les arguments, ce serait un peu long. Je vous invite vraiment à aller sur le site d'Enfance Libre. On a pas mal d'arguments pour dire que ce procédé de l'inspection académique est assez absurde, quoi. Venir 2 heures
parents chez les gens pour voir si l'enfant reçoit une instruction. Enfin, non, ça n'a pas de sens. Avec une grille de lecture qui est la leur. Oui. On a eu une question tout à l'heure sur voilà, est-ce que vous soutenez le contrôle de la mairie? Quel est le moyen de contrôle pour les enfants maltraités psychiquement, psychologiquement ou autre? Qu'est-ce que vous préconisez? Bon, en fait, pour cette histoire de maltraitance, vraiment, le maire va pas non plus voir le truc et tout. Hein. C'est les moyens les plus efficaces quand même, c'est que la famille a généralement un entourage, des amis, etc., des voisins et des gens qui entendent des choses, qui entendent soit une rumeur, soit des choses qu'ils ont vues, quoi. Et n'importe quel citoyen est potentiellement quelqu'un qui peut faire un signalement, en fait, et dire là, je vois des choses assez graves se passer pour cet enfant. Et c'est comme ça que des choses sont révélées. Un adjoint au maire qui vient pendant 1 heure chez une famille, ce n'est pas un détecteur de maltraitance physique, et d'ailleurs, ce n'est même pas son rôle, en fait. Donc, il faut savoir que ce contrôle de la mairie, c'est juste Bon, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi. Je ne comprends pas trop la pertinence de ce truc-là, parce que nous, on les a eus. Hein, le maire est venu en personne, et il a demandé aux enfants et aux parents, bon, pourquoi vous avez fait ce choix? Est-ce que vous êtes contents? Ouais, il a demandé aux enfants, est-ce que vous êtes heureux? Bon, tant mieux, c'est le principal. Ciao, quoi. Et c'est un contrôle aussi. Le maire, en fait, on voit son rapport. Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, ça, mais il envoie son rapport au DAZAN, donc le directeur académique des services de l'éducation nationale, qui est le supérieur hiérarchique des inspecteurs. Donc, c'est une sorte de pré-contrôle de l'inspection académique, vu que ça remonte à cette autorité-là, ça remonte à l'éducation nationale. Donc, j'ai envie de dire, c'est juste un truc bureaucratique qui est inscrit dans la loi, que les maires sont un peu obligés de faire, et qui ne comprennent pas trop non plus eux-mêmes. Hein, en fait, personne ne comprend trop l'utilité de ce truc, mais ça existe dans les textes, donc il faut le faire. Mais finalement, c'est juste une sorte de pré-inspection académique. Oui, j'invite tout le monde à aller regarder la vidéo qu'on a enregistrée il y a 2 ou 3 jours avec Dorian Kozinski, qui nous a vraiment très très bien expliqué ça, et puis à vous référer à son livre aussi, bien évidemment. Mais peut-être une dernière question pour toi, Ramin, puisqu'on est en période de Covid, tout ça. Donc la question, une autre question de contagion. Avec ce que tu fais, est-ce que tu penses que tu es contagieux? Alors, j'ai l'impression que oui. Enfin, quand même, depuis qu'on a créé l'école dynamique, c'est pas un hasard si derrière il y a eu une 40aine d'écoles qui ont ouvert. Enfin, on a énormément communiqué. Donc notre truc est assez viral. Hein, le truc qui a vraiment fait décoller, je pense, la communication sur ce modèle éducatif, c'était la conférence que j'ai faite sur TEDxSaclay et qui a fait plus de 400 000 vues. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ouais, ça c'était leur point de départ en fait. Ils ont vu cette vidéo et puis à partir de là, ça a enclenché tout un questionnement chez eux. Ils ont bouquiné, ils ont étudié, ils sont allés voir, etc. Ils sont allés à des journées portes ouvertes d'école et tout ça. Et après, ce qui est génial, c'est que plus d'écoles ouvrent, plus on a des lieux qui démontrent la réalité du truc, qu'on peut aller visiter, qu'on peut aller voir, on peut aller questionner les parents, les enfants et les gens qui y travaillent. Donc, ouais, cette propagation, quand même, je trouve qu'elle est assez remarquable. Une 40aine d'écoles, quand on connaît la difficulté que c'est d'ouvrir une école, le défi que c'est, le défi humain que c'est de regrouper un groupe de parents qui continuent de s'entendre et tout. Je veux dire, on a entendu des exemples d'écoles démocratiques qui sont pas arrivés à survivre à cause d'une implosion, à cause de parents qui sont fâchés, qui commencent à causer des problèmes et tout ça. Ouais, c'est des réalités assez fortes et l'école dynamique, on a eu un lot de défis aussi. Mais voilà, ouais, c'est contagieux. C'est contagieux malgré des défis assez importants, quoi. Oui, espérons que le gouvernement ne va pas partir en guerre. Donc... Contre nous, ouais. Contre le Covid. Donc, on peut lutter facilement contre des choses matérielles et corporelles. Un virus, on peut trouver un vaccin. Enfin, on peut faire des choses dans le monde matériel. Mais je veux dire là, partir en guerre contre l'éducation démocratique, ça n'a même pas de sens en fait, parce que c'est le virus de la liberté.
C'est juste de la pensée en plus. Et je veux dire, on peut pas lutter contre un état d'esprit. Donc, de toute façon, cet état d'esprit est là. Et à moins d'avoir une nouvelle technologie de lavage de cerveau orwellien comme dans 1984, enfin, je veux dire, ils sont pas en capacité d'arrêter une idée, quoi. Enfin, rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Oui. D'ailleurs, à propos on a reçu Sandra Langorst aussi au sujet des écoles démocratiques. Donc, j'invite les gens qui nous regardent s'ils ont envie d'aller revoir la vidéo qu'on a enregistrée avec elle. Merci Ramine. Je voudrais te dire aussi que tu as la possibilité de revenir sur l'enregistrement pour répondre à certaines questions qu'on n'aurait pas pu passer à l'écran et donc sur lesquelles tu as envie de répondre. Je te demande de rester avec nous aussi à la fin de ce live aussi. Et puis donc annoncer à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent que nous continuons notre série. Donc demain nous recevons Amalia Escriva, qui est la réalisatrice du film Fatibien. Voilà, et puis on sera déjà sur le sujet des violences éducatives ordinaires. Nous avons Bernard Collot le jour d'après. Ensuite vas-y, Ophélie, j'ai besoin que tu m'aides là. École du troisième type. Marc-André Coton, voilà. Marc-André Coton, voilà, qui apportera sa vision donc de psychohistorien sur les violences éducatives ordinaires et l'aspect sociétal. Et puis ensuite, le programme vous sera dévoilé au fur et à mesure. Je vous remercie tous les auditeurs pour leur participation très active ce soir. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et puis à liker et puis pour que ça devienne viral. Je vous remercie. À bientôt.